Bien, bon matin tout le monde. Bien content que vous vous soyez joints à nous aujourd'hui pour ce breakout session. Je m'appelle Martin Pelletier, je suis directeur des ventes chez Navipro. Je travaille chez Navipro depuis près de 20 ans. Et puis, je vais être accompagné de mon éminent collègue Éric Cottanet, qui lui, ça fait plus de 12 ans, si je me rappelle bien. Éric, c'est-tu bien ça? Exact, ça fait 12 ans chez Novipro déjà, oui. Le temps passe vite. Bonjour, exact. Bien content de partager cette tribune avec toi aujourd'hui, Éric. C'est une première pour moi. C'est une première pour moi pour faire un breakout session comme aujourd'hui, mais je pense que toi, tu es un habitué, fait que ça va me permettre de bien me guider à l'intérieur du sujet qu'on a aujourd'hui. C'est toujours un plaisir en plus de travailler avec toi, Martin, tu le sais. Ben, je le sais, mais c'est toujours apprécié de le savoir. Donc, merci quand même. Comme tu le sais, puis on n'apprend rien à personne, mais les attaques informatiques sont rendues de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus dommageables pour les entreprises qui en sont victimes. Puis c'est de ça que j'aimerais m'entretenir avec toi aujourd'hui parce qu'on parle d'hygiène, mais on reste quand même proche de l'hygiène qui est quand même très proche de la sécurité informatique. On reçoit régulièrement des entreprises qui nous demandent leur aide parce qu'ils se sont fait prendre par un ransomware et puis ils ont besoin de nous pour les sortir de l'impasse face à cette attaque-là. À titre d'exemple, pour vous, dernièrement, une entreprise avec un environnement hétérogène, des équipements que vous avez sur le site ou avec des initiatives d'info nuagique, avec de l'infogérance service géré, a été victime d'une grosse attaque de rançongiciel, pour ne pas dire ransomware dans un bon français. Puis ce qui a paralysé totalement l'entreprise, c'était vraiment très dur pour eux. Éric, explique-moi quelles ont été notre stratégies pour nous, pour pouvoir les aider. Bon, effectivement, ce genre d'appel, on en a de plus en plus et naturellement, lorsqu'il y a une situation comme ça qui arrive de rançongiciel, la priorité, c'est la rapidité d'exécution, c'est la vitesse d'intervention. Donc, tout de suite, on met en place une équipe de spécialistes qui vont être capables de comprendre les technologies que le client a en place, capables de bien maîtriser aussi les différents déroulements. Et dès que l'équipe est mise en place pour s'assurer de la clarté de la communication et pour qu'on soit sûr qu'on comprenne bien ce qu'on a à faire, on attribue les rôles et les responsabilités de chaque personne pour être sûr qu'on n'amènera pas de la confusion à l'événement qui est bien souvent déjà très tendu. Ça, les deux premières étapes se font très rapidement. Encore une fois, la vitesse d'exécution est essentielle. Et une fois qu'on a cette équipe qui sait ce qu'il y a à faire, on analyse la situation. Où est rendu exactement l'impact? C'est quoi l'ampleur des dégâts qui sont provoqués? Donc, cette analyse de la situation va nous permettre justement de tout de suite effectuer un arrêt ou un contrôle de cette propagation. On ne veut surtout pas que le virus ou le rançongiciel continue de se propager, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes connectés avec nos partenaires, nous sommes connectés avec nos clients, avec nos fournisseurs. On ne veut pas contaminer nos clients, on ne veut pas contaminer nos fournisseurs. Donc, on arrête, on stoppe la propagation du rançongiciel et on passe à l'étape où on va discuter de la stratégie de recouvrement. Donc, comment on va retrouver nos données, comment on va les récupérer. Et là, je mets l'importance sur les clients qui ont une bonne stratégie de continuité des affaires. Quand vous avez déjà discuté de ça à l'avance, c'est beaucoup plus facile pour nous de vous aider parce que vous avez déjà un plan établi et vous savez déjà comment vous allez retrouver vos données. Si vous n'avez pas fait ce travail préalablement, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, prenez le temps parce que c'est essentiel pour rapidement retrouver vos données. Naturellement, une fois qu'on sait comment on va récupérer nos données, on sait comment on va remettre l'infrastructure en place, on ne va pas la remettre tout de suite en production parce que faut savoir que... On ne sait pas encore quand est-ce que le virus a attaqué et la façon qu'il va le ramener, si je comprends bien. Exactement. Ça peut être... On parle
bien souvent d'années au préalable d'une probable infectation et le déclenchement de l'exécution de l'encryption se fait beaucoup plus tard pour être sûr que pour brouiller les pistes, premièrement, qu'on ne puisse pas retracer la source de l'attaque, mais surtout aussi pour contaminer bien souvent les sauvegardes qu'on fait pour être sûr que quand on récupère nos données, ben on est de nouveau infecté. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on paye la rançon. Hein, okay? Ouais. Donc, on met en place un environnement parallèle qui va nous permettre d'isoler ce qu'on récupère et naturellement, on inspecte systématiquement, minutieusement ce qu'on recouvre pour s'assurer que l'infrastructure qu'on va remettre en place est clean et saine, surtout. Et naturellement, une fois que tout ça c'est fait, là, on peut de nouveau remettre le service en mode production. Donc, si tu regardes, Martin, on parle pas de la rapidité d'exécution de tous ces points-là ne se fait pas naturellement en une journée, mais on parle plutôt de quelques heures, en fait, de quelques jours à quelques semaines. Okay? Oui, donc, parce que j'imagine qu'on ne comprend pas exactement. C'est un peu comme, c'est un peu de l'urgence. Il y a un patient qui arrive, il a besoin de soins, tout dépendant du type d'hygiène qu'il a pu avoir, mais à partir de ce moment-là, on va comprendre et attaquer, mais on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque en partant. La seule chose qu'on est certain, c'est qu'il y a une problématique par le client nous a rappelé, puis que ça peut prendre de quelques jours à quelques semaines, plusieurs semaines même, sinon des fois, parce que si on n'arrive pas à bien récupérer le bon moment où le ransomware est rentré, on retombe dans une loupe où on est toujours obligé de revenir. Puis on va en parler un peu plus tard de qu'est-ce qui est arrivé avec ce client-là, mais si je comprends bien, je fais un résumé, le SWAT team, c'est l'équipe d'intervention, c'est la première chose qu'on doit faire au départ dans les premières minutes. Puis, à partir de ce moment-là, déterminer un bon capitaine de bateau avec les bons rôles, attribution de rôles, responsabilités et communication, et ensuite de ça, apprendre étape par étape les arrivées. C'est sûr que le client, ou souvent les clients veulent avoir vite, recouvre-moi, mais tout dépendant. Puis c'est bon que là, on parle d'hygiène aujourd'hui parce que s'il y a eu fait une bonne hygiène, la rapidité de récupération, il y a une bonne hygiène et un bon plan de recouvrement, la rapidité d'exécution va mieux se faire si je ne me trompe pas. Exact, tu as tout à fait raison. Okay. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, même la téléphonie, par exemple, est IP, et lorsque vous avez une situation comme ça qui dure pendant quelques semaines, les clients ne peuvent même pas vous appeler pendant ces semaines-là, d'où l'importance d'agir rapidement. OK. Donc, suite à cette intervention, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais il a été identifié que la porte d'entrée du ransomware, ou rançongiciel en bon français, était implantée depuis 277 jours avant l'attaque. C'était un vieux serveur de courriel qui n'avait pas été complètement décommissionné. Le client voulait s'en aller vers, pas faire de publicité, mais avec un service de courrier d'Altcloud. Et il n'avait pas décommissionné le vieux serveur pour différentes raisons, tu pourras nous parler. Mais comment qu'on peut faire, puis on parle déjà, mais comment qu'on peut faire pour éviter ce type d'attaque? Bon, c'est un excellent exemple, puis on va en parler, on va revenir là-dessus sur les différents points qu'on va discuter aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne hygiène informatique avec des points, je dirais des actions à effectuer, à suivre, dans lequel chaque action va avoir naturellement plusieurs sous-items. Mais l'important, c'est qu'on a 9 actions qui sont très standards, qui sont reconnues sur le marché, que ça fait longtemps qu'on fait de la sécurité, puis on gère des opérations dans le monde des TI. Donc, nous, chez Novipro, on utilise 9 points qui sont reconnus par les agences gouvernementales. Et notamment, ce sont des points qui sont faciles à mettre en place. Par exemple, le premier point, sensibiliser et former. Le deuxième point, connaître le système d'information. On parle aussi d'authentifier et contrôler les accès, sécuriser les postes, sécuriser le réseau, sécuriser l'administration. Naturellement, de plus en plus, gérer le nomadisme avec le télétravail, surtout depuis la COVID. Maintenir le système d'information à jour. Et enfin, et non le moindre, dans lequel on va mettre de l'emphase aujourd'hui, c'est tout ce qui s'appelle superviser, auditer et réagir. Ouais, comme tu disais, donc, voici les 9 points importants, je dirais, de notre hygiène.
Puis, effectivement, ces 9 points-là sont régis par différentes règles chacun pour atteindre un niveau de standard en termes d'hygiène informatique. C'est sûr qu'on n'aura vraiment pas le temps de passer au travers de tous les points et de toutes les règles parce que ça nous prendrait plusieurs break sessions ou plusieurs podcasts pour pouvoir en parler, mais on s'est concentré principalement sur eux que tu vas nous amener à nous expliquer quelles sont des règles qui sont pourtant très simples pour arriver à avoir une bonne hygiène informatique. Alors, naturellement, le premier point, sensibilisation, formation. L'humain est au cœur de la stratégie de la sécurité. Puis quand je parle de l'humain, je parle de l'humain en général dans toute l'entreprise. Donc, toute personne qui travaille pour l'entreprise doit être sensibilisée et formée sur les genres d'attaques, sur les vecteurs de défaillance. Il faut absolument que nous soyons au courant de comment fonctionnent les attaques venant des pirates qui sont, eux, très spécialisés, très focusés sur leur travail. Donc, je dirais, la première chose quand on fait l'intégration d'une nouvelle personne, c'est de tout de suite lui évoquer les règles, les politiques de l'entreprise, lui donner les bonnes méthodes de travail, comment on utilise les outils de l'entreprise à l'intérieur. Et naturellement, on ne fait pas ça une fois. On ne fait pas seulement la première journée, on va t'éduquer. Non. La formation, elle doit être continue à chaque année et même plusieurs fois par année. On devrait systématiquement sensibiliser les gens sur comment vous pouvez vous faire attaquer, comment vous pouvez être un vecteur de défaillance pour l'entreprise. C'est eux qui sont votre premier périmètre de sécurité. C'est des employés qu'il faut sensibiliser à ces choses-là. Puis les attaques informatiques sont rendues de plus en plus intelligentes, qu'on n'a pas le choix. Il faut toujours continuer à former les gens, comme tu disais, par rapport au vecteur. Le deuxième point, c'est authentifier et contrôler les accès. Bon. Alors, une fois que les gens sont bien éduqués, les gens connaissent le canal de communication lorsqu'ils ont un problème, mais c'est sûr que s'assurer que vous avez une authentification forte au sein de l'entreprise, je dirais c'est le b.a.-ba. OK? On a longtemps dit à tout le monde, essayez d'avoir des mots de passe forts, qui sont longs, qui sont compliqués, pour être sûr que votre beau-frère ou votre cousin ne soit pas capable de deviner que c'est le nom de votre blonde pour qu'il puisse utiliser votre laptop, par exemple. Ben, c'est important que vous ayez une authentification forte parce que aujourd'hui, il y a toutes sortes de technologies qui nous permettent justement de pallier à des mots de passe qui sont faciles à trouver, mais surtout qui vont vous donner de l'information s'il y a quelqu'un qui essaie d'utiliser votre compte à votre escient. Par exemple, ce qu'on appelle le double facteur d'authentification ou en anglais le Multi-Factor Authentication, MFA. Mais souvent, c'est qu'on associe, par exemple, un appareil portable mobile comme un cellulaire, par exemple, dans lequel on va avoir une application qu'on va installer, qui fait que lorsque je mets mon mot de passe pour utiliser un service de l'entreprise, j'ai systématiquement une approbation à faire. Je reçois un message sur mon cellulaire et ça me demande « Approuvez-vous la connexion à partir de ce device ?» Si vous êtes en voiture puis que vous recevez ce genre de message, mais je pense que la priorité, c'est de contacter tout de suite le service de sécurité et de, premièrement, peut-être désactiver votre compte parce que au moins, vous avez réagi rapidement et vous avez tout de suite fermé la porte dans laquelle quelqu'un essaie d'entrer. Donc ça, c'est la priorité. Et une fois que vous avez une authentification forte, mais on ne donne pas accès à tout parce que vous avez un bon mot de passe et parce que vous avez une bonne authentification. Non, encore une fois, on contrôle les accès parce que malgré tout, il se pourrait que quelqu'un a la capacité d'utiliser votre compte, qu'il soit capable de contourner ces deux barrières-là et que finalement votre usager soit utilisé. Et si on vous donne accès à plein contrôle dans l'entreprise, ben, imaginez les dégâts que vous pouvez faire. Donc, on contrôle les accès en donnant le minimum requis pour la tâche à effectuer. Et ça, je dis bien la tâche à effectuer, pas votre rôle.
c'est pas parce que vous êtes un sysadmin, par exemple, que systématiquement, quand vous vous connectez à une composante TI, vous devez avoir la pleine autorité. Non. Vous êtes un sysadmin, vous vous connectez sur un système, vous avez un usager très restreint. Et le jour où vous avez besoin de privilèges supplémentaires, vous utilisez les mécanismes internes de gestion de changement, par exemple, dans lequel vous allez annoncer que vous avez une activité à privilège accru à effectuer. On va vous donner un mot de passe avec un usager spécialisé pendant la période que vous avez besoin. Vous effectuez votre travail et dès que votre travail est terminé, cet usager-là, il est désactivé, ce qui restreint grandement la propagation ou l'utilisation de ces comptes à privilèges. Ce qui nous amène au troisième point, ça s'appelle sécuriser son poste de travail. Exact. Oui, on contrôle les accès sur les services TI, mais encore bien souvent, on hésite à enlever le mot de passe ou enlever le rôle administrateur sur les laptops ou sur les desktops que les gens utilisent. Il faut savoir que lorsque vous êtes capable d'utiliser votre poste, votre laptop, et que vous êtes capable d'installer toutes sortes d'applications, que vous êtes capable d'effectuer toutes sortes d'activités avec un rôle privilégié sur votre laptop, systématiquement, vous êtes un vecteur d'attaque. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on travaille de chez nous, par exemple. Si vous n'avez pas d'outils qui vous permet de sécuriser votre poste ou de contrôler ce qui se passe, c'est très difficile pour nous de savoir qui réellement utilise le laptop à la maison, qui réellement utilise les composantes qu'on permet d'intégrer à l'interne de l'entreprise. Ça, ce sont des outils en passant qu'on peut rajouter facilement et c'est important que vous choisissiez les bons outils. Encore une fois, je vous recommande fortement d'utiliser de l'aide externe pour vous aider à faire le bon choix parce que il y a une multitude d'antivirus, une multitude de produits de sécurité qui permettent de sécuriser les laptops. Ce qui est important, c'est de choisir celui qui correspond à votre entreprise, ce qui veut dire qu'elle va suivre les bonnes politiques, elle va être conforme aux normes que vous devez suivre, mais surtout, elle va bien s'intégrer aussi dans les opérations de l'entreprise. Ça, les hackers, si je ne me trompe pas, les hackers aiment beaucoup ça, qu'un laptop, que les personnes qui sont loguées sur leur ordinateur personnel soient, qui aient toutes les, le mot m'échappe, mais tous les droits d'administration sur la machine, mais ça devient un bon vecteur d'attaque, d'où on revient au premier point qui était la sensibilisation. Bien sûr, ça peut peut-être des fois frustrer les gens, mais ça permet d'être de bien sécuriser un périmètre. C'est sûr que plus on rajoute de la sécurité, plus c'est difficile, bien souvent, à avancer dans notre travail, mais réalisez que lorsque vous êtes attaqué parce qu'il y a eu une défaillance dans votre stratégie de sécurité, puis on revient à l'exemple du début, là, que ça a pris peut-être plusieurs semaines avant de recouvrir l'environnement. Je pense que prendre 10 minutes de plus pour accéder à un document, c'est pas très long par rapport à 3 semaines de perte de production. Et souvent, le 3 semaines de perte de production coûte plus cher à l'entreprise que d'avoir établi une bonne hygiène informatique, si je ne me trompe pas. Tu as tout à fait raison, puis ça, on peut en reparler à la fin, parce que oui, c'est sûr que avoir une bonne hygiène informatique, ça permet une bonne efficacité opérationnelle, mais surtout, ça nous fait sauver de l'argent au bout de ligne. Maintenant, une fois que... Ça nous amène au prochain point, si je comprends bien. Exact, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a sécurisé les postes, l'importance, c'est qu'on continue de s'assurer que les communications qui viennent de nos laptops vers les services TI qu'on utilise soient aussi sécurisées. Et là, c'est un problème majeur parce qu'on a souvent tendance à oublier un petit peu que ce qui se passe entre nos tuyaux de communication peuvent être écoutés par une personne. Il y a des groupes de pirates informatiques qui sont spécialisés dans l'écoute et ils ne font que revendre l'information qu'ils sont capables de subtiliser. C'est pas eux qui vont utiliser ce qu'ils voient, mais ils vont le revendre. Ils font de l'argent avec ce qu'ils sont capables de trouver. Donc, de capturer. Avec ce qu'ils peuvent capturer, exactement. Donc,
si vous ne sécurisez pas votre réseau, si n'importe qui est capable de se connecter un peu n'importe où et que vous avez de l'information en clair, donc qui n'est pas encryptée, ben vous ajoutez encore un vecteur d'attaque et vous fragilisez finalement votre entreprise et vous permettez à n'importe qui de subtiliser des données. Donc, sécuriser le réseau, c'est essentiel. On ne devrait jamais communiquer. On ne devrait jamais avoir de la communication dans notre réseau qui n'est pas encryptée. Jamais. Ça lui permet aussi d'écouter ce qui se passe, puis de voir et comprendre les comportements qui peut en découler dans l'entreprise, parce que le réseau reste quand même, c'est le cœur de la communication entre les différents objets, ordinateurs, caméras à travers un réseau. Exact. Donc, tout doit être contrôlé, isolé, avec beaucoup de pare-feu. Naturellement, on isole les zones avec des pare-feux, on rajoute ce qu'on appelle des ACL, des Access Control List en anglais. Oui. Exact. Et naturellement, on encrypte avec des certificats SSL les communications entre les différentes composantes. Okay. Ça nous amène à notre prochain point. Exact, qui est sécuriser l'administration. Bon. Et là, ça, je le dis, ça aussi, c'est important parce que encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger un peu, c'est qu'on donne l'accès à l'administration à un peu n'importe qui. Et là, quand je parle d'administration, c'est pas juste administration entreprise, mais c'est surtout des serveurs de tout ce qui est TI. C'est ça, de tous les systèmes TI. On parle de ceux qui ont normalement les droits ou sont capables de s'attribuer les droits d'administrateur ou les droits les plus élevés à l'intérieur des systèmes informatiques. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est tellement plus facile pour moi, par exemple, de me connecter sur un serveur avec un compte admin et de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux. Le problème, c'est que à chaque fois que je fais ça, je permets à quelqu'un de subtiliser mon mot de passe et je permets à quelqu'un d'avoir un accès privilégié à ce serveur. Donc, on ne devrait pas permettre l'accès à des comptes à privilèges. On devrait sécuriser nos systèmes d'exploitation. On devrait, ce qu'on appelle, durcir, donc couper les services qui sont inutiles, désinstaller les applications qu'on n'a pas de besoin. En fait, un système d'exploitation, normalement, devrait être le minimum de ce que vous avez besoin pour faire tourner l'application. Ce qui est important de toute façon, c'est de tourner le service que vous avez besoin. Vous payez très cher en mémoire, vous payez très cher en CPU, mais désinstallons ce qu'on n'a pas de besoin. Ça va alléger votre infrastructure, mais ça va surtout sécuriser parce que la gestion des rustines, la gestion des fixes va être beaucoup plus simple. Et ça, je viens quand on parle aussi sécuriser l'administration, c'est naturellement avoir une bonne gestion des correctifs. Il faut s'assurer que vos systèmes sont à jour continuellement, que vous avez une vigie opérationnelle, une vigie technologique qui vous permet de regarder les failles de sécurité qui sont en passant disponibles à tout le monde. Elles sont répertoriées sur le net. Vous pouvez aller les consulter et valider si elles s'appliquent pour vous. Et si elles s'appliquent, appliquer le patch parce que c'est juste une question de temps pour que quelqu'un puisse l'exploiter chez vous. Ben, ça revient au sujet de tantôt, là, les 266 jours du serveur de courriel qui devait être décommissionné, mais que par mégarde, on l'a peut-être gardé là en backup ou en stand-by, mais en fin de compte, ce qui est temporaire, des fois, reste permanent, mais on oublie à partir de ce moment-là de pouvoir le placer. De placer les rustines, excusez-moi, de placer les patchs, c'est ce que je voulais dire. Mais j'essaie de trouver mon bon mot en français qui est rustine. Qui est rustine. Et en fait, ça fait partie justement de cette hygiène-là. C'est un des points qu'on avait précédemment, dans lequel on n'a pas mis beaucoup de temps aujourd'hui, mais qui est d'avoir un bon inventaire, de connaître votre environnement. Si vous avez un bon inventaire, une bonne gestion des assets, ben, un serveur qu'on oublie, par exemple, de décommissionner parce qu'il doit rouler 2 jours, un serveur de courriel dans ce cas-ci, puis 277 jours plus tard, il est encore disponible. Ben, avoir une bonne gestion des assets, ça ne se produirait pas. Ce qui nous amène à notre... Oui, vas-y, je ne veux pas te couper. Le truc, c'est que justement,
ce serveur-là qui est oublié ne se fait pas patcher, ne se fait pas corriger. Donc, c'est la porte grande ouverte pour n'importe quel pirate. Ce qui nous amène à notre prochain point, superviser, auditer et réagir. Exact. Et là, je ne sais pas comment le dire de façon je dirais que le secret, polie. Oui, de façon, vas-y, non, on est entre amis, il n'y a personne ici, là, on est juste au-dessus de ça. Bon, exact. Ben, écoute, souvent, c'est un peu de la délinquance, je dirais, au niveau ou de l'inconscience de penser que même si on a ajouté des composantes de sécurité, même si je contrôle les accès, mais que je vais être à l'abri. Non, vous avez des gens qui sont extrêmement spécialisés dans les attaques. C'est une business à part entière de plusieurs milliards de dollars. Donc, on n'arrête pas lorsqu'on a acheté un pare-feu, on n'arrête pas lorsqu'on a mis en place un antivirus. On continue dans notre hygiène informatique. Et le point que je veux venir ici, c'est la supervision de ce qui se passe, avoir une visibilité complète de toutes les actions, de tous les événements dans votre entreprise et être capable de faire des corrélations. Donc, si vous n'avez pas un système qui fait de la gestion de journalisation dans lequel vous pouvez récupérer à peu près tout ce qui se passe, mais c'est très difficile pour savoir qu'il y a 277 jours, le serveur de courrier qui était en production est le vecteur d'attaque. C'est lui la source de notre attaque. Si vous n'avez pas une pièce, une composante, un entrepôt de données qui vous permet d'aller investiguer et de faire des corrélations, ben, vous ne pouvez pas. Et en plus, c'est que ça va faciliter le travail des auditeurs. Et là, je mets beaucoup d'emphase sur le travail des auditeurs. Autant que tout le monde, je dis, puis ça, j'inclus tout le monde dans l'entreprise, autant que nous sommes très diligents sur les finances, dans le sens que nous sommes prévoyants, les entreprises sont sérieuses avec leur livre comptable et ils utilisent systématiquement des firmes externes pour faire des audits sur les livres financiers. Autant que, étrangement, pour la sécurité, c'est quelque chose qu'on néglige. D'où je parlais un petit peu tout à l'heure d'inconscience et de délinquance. C'est un non-sens, à mon avis, de ne pas se faire évaluer et de ne pas se faire auditer pour savoir à quel point on est par rapport au reste du marché et pouvoir à peu près se donner une note pour dire est-ce que je fais un bon travail ou pas? Et est-ce que je m'améliore surtout d'année en année? Parce que oui, c'est vrai que se faire auditer une fois de temps en temps, c'est bien. Mais en fait, il faudrait que ça soit systématique. Ce n'est pas un nice to have. Ça devrait être systématiquement, à chaque année, je devrais avoir un auditeur externe qui regarde comment je travaille, comment je réagis avec les événements qui m'arrivent, comment j'ai mis en place une bonne hygiène informatique, comment je me protège, comment j'éduque les gens, comment je passe à travers les 9 points qu'on a vus au début pour être sûr que je m'améliore d'année en année puis que je réduise le plus possible le potentiel d'attaque. Puis du moins, j'avais vu avec notre CISO Dominique Verrier qu'effectivement, bientôt, probablement, les compagnies d'assurance vont demander à ce qu'on se soit fait auditer et qu'on ait un bon plan d'intervention validé, certifié par des firmes externes, parce que, veut pas, ça coûte très cher aux entreprises. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des assurances, c'est essentiel d'avoir certaines normes ou d'avoir une politique à l'interne je dirais, de correctif, parce que faut savoir qu'il y a certaines assurances qui remboursent en passant des dégâts. Ok, si vous vous faites attaquer, vous avez un rançon logiciel, vous pouvez aller réclamer à votre assurance un certain montant parce que vous êtes protégé. L'assurance vous protège, mais naturellement, il n'y a rien de gratuit. Hein? Non. Si elle vous protège et que vous avez la capacité d'aller chercher un montant, c'est parce qu'à quelque part, ils se sont assurés que vous avez fait vos devoirs et que vous êtes sérieux là-dedans. D'accord? Donc,
franchement, l'audit, à utiliser une firme externe pour pouvoir s'évaluer ne peut être qu'avantageux pour vous, justement quand vous voulez aller négocier avec vos assurances puis montrer que vous avez fait vos devoirs comme il faut. Merci beaucoup, Éric. Tes propos sont toujours très intéressants, pertinents. Écoute, avec le temps que nous avions, on pouvait juste faire qu'un survol des différents thèmes et sujets, des règles, des thèmes et des règles qui régissent une bonne hygiène informatique. Et nous sommes bien conscients que tout le monde qui nous écoute aujourd'hui dit « Ah, je savais déjà tout ça, ces choses-là. Pourquoi qu'on m'en parle encore? » Mais il reste quand même que les statistiques, juste dans la dernière année, c'est vraiment hallucinant. 35% des attaques proviennent encore de failles de sécurité, 33% de l'hameçonnage et plus de 20%, c'est le vol de mots de passe ou d'identité numérique. Sujet qu'on vient de couvrir parmi les différents sujets qui sont très, très simples, mais c'est les grands vecteurs d'attaque. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, hein, l'hygiène informatique, c'est plus une option. Dans le passé, on pouvait s'en passer, c'était plus simple, on est plus terme, mais aujourd'hui, c'est un enjeu de sécurité numérique. Puis, ça doit se rapprocher des préoccupations économiques, stratégiques, puis encore de l'image de l'entreprise puis de ses décideurs, parce que reste au bout de la ligne que si vous donnez, vous faites attaquer parce que vous n'avez pas une bonne hygiène informatique, vous ne devenez pas disponible, vous ne pouvez pas rendre des services à vos clients. Et à partir de ce moment-là, le compétiteur, ça devient un edge compétitif. Votre compétiteur, lui, est encore up parce qu'il a cette bonne pratique. Il va sans dire que nous sommes en mesure d'accompagner les entreprises à l'intérieur de chacun des thèmes et des règles qui les régissent. Comme tu disais tantôt, peu importe le niveau de maturité politique, peu importe votre niveau de maturité pour les politiques d'hygiène informatique, désolé, on est en mesure de vous accompagner, mais dans un premier temps, comme disait Éric, il faut d'abord établir un état des lieux pour bien comprendre où c'est que vous vous situez présentement. Avec ce constat, on va viser à prioriser les règles sur lesquelles que vous voulez devenir ou atteindre un standard en hygiène informatique. Et à partir de ce constat-là, on développe un plan d'action qui sera défini et la mise en place sera faite pour l'atteindre de ces standards que vous désirez avoir. C'est sûr qu'il y a plein d'entreprises qui nous appellent pour deux choses. Premièrement, j'ai de la difficulté, j'ai besoin de vous, pouvez-vous venir nous aider? On vous a démontré tout à l'heure qu'on était en mesure d'avoir des étapes très bien simples, à partir d'un SWAT team, définir toutes les étapes pour pouvoir vous aider dans le cadre que vous avez une attaque informatique et vous soyez dans un impasse. Mais de plus en plus d'entreprises font affaire à nos services d'infogérance ou nos services managed services qu'on dit en anglais ou les services gérés. Puis ça nous permet aussi on est aussi en mesure de pouvoir prendre en tout ou en partie, les règles ou les thèmes qu'on a vus aujourd'hui, puis on peut l'inclure à l'intérieur de nos services gérés ou vous l'offrir en service de managed services. Nos services d'infogérance sont guidés par des normes ou des cadres normatifs tels qu'ITIL et nous sommes aussi certifiés SOC 2 type 2, ce qui est quand même une norme où on est légiféré par une firme externe où on doit s'assurer de prendre les bonnes normes et ça fait partie justement d'une bonne hygiène. Fait que notre service d'infogérance ou de service géré est déjà placé avec les bonnes pratiques de l'hygiène informatique. Comme on l'a mentionné tantôt, Éric, au début, c'est que de plus en plus d'entreprises nous appellent lorsqu'ils se font attaquer par un virus informatique et qui demandent notre aide pour pouvoir les sortir de cette impasse. Et effectivement, on a une capacité, une méthodologie qui nous permet de pouvoir bien établir les plans de communication, la bonne équipe, arriver avec les bonnes séquences pour remettre sur pied ces entreprises-là de la façon la plus rapide possible, tout dépendant effectivement de l'hygiène informatique que cette entreprise-là. De plus en plus, ces mêmes clients font appel à nos services d'info nuagique ou nos services gérés ou managed services, si vous voulez en anglais, parce que nous, Novipro, on est en mesure de prendre en tout ou en partie l'opération de ces règles qui définissent une bonne hygiène informatique. Novipro, on est géré et encadré par des cadres normatifs tels que ITIL et nous sommes aussi certifiés SOC 2 type 2, ce qui fait en sorte que, de par cette certification-là, qui est redonnée par une firme externe et auditée par des firmes externes, fait en sorte que nous appliquons déjà ces bonnes pratiques-là à l'intérieur de nos services gérés que l'on donne à nos clients. Juste à titre d'exemple, au niveau du Managed Services, sur nos services gérés,
Ça va de la prise d'inventaire que tu mentionnais tout à l'heure, Éric, puis qui était une des problématiques qui est arrivée à notre entreprise, qui avait laissé un serveur rouler, puis qui n'avait pas été décommissionné. Fait qu'on est en mesure de prendre l'inventaire de vos systèmes, l'application des rustines ou des patchs, comme on dit en bon français, tout ce qui est la prise de sauvegarde, la restauration de documents, ou la gestion. Là, quand on parle de gestion, il y a 3 types de gestion, la gestion d'événements, la gestion d'incidents et la gestion de problèmes. Permet aussi de pouvoir aussi faire l'anticipation de ses besoins. Les programmes, on offre aussi des programmes de sensibilisation, comme on parlait tout à l'heure, de pouvoir informer les gens. Dans ces programmes de sensibilisation, on est en mesure aussi de pouvoir faire des pentests, de faire des attaques ciblées pour voir effectivement si on essaye de rentrer, quand on disait la double authentification, qu'on essaye de rentrer dans un des systèmes d'un des utilisateurs et que l'utilisateur il est dans sa voiture puis que pendant qu'il est en train de conduire, il l'accepte. C'est là qu'on devient... on vient donner une petite tape ses doigts sur certains délinquants ou certaines personnes, mais on vient surtout les sensibiliser qu'il fallait qu'ils fassent attention. On fait aussi beaucoup de protection, de surveillance, de monitoring, ce qui permet aussi de détecter le behavior, de détecter les comportements qu'ils pourraient avoir à l'intérieur de vos systèmes informatiques et ainsi interagir. Bref, NaviPro, comme il est marqué, c'est près de 30 ans d'expérience avec une vaste équipe d'experts qui sont là pour vous aider, vous guider, que ce soit dans la sécurité, l'infrastructure, le logiciel, l'applicatif. Donc, en espérant que le tout a été agréable de nous écouter. C'était mon premier breakout session et avec Éric, qui est un grand professionnel. On vous invite donc à la période de questions si vous avez des questions et si jamais, vous pouvez toujours aussi venir nous voir dans nos booth sessions. Vous pouvez venir nous rencontrer si vous avez des questions. Beaucoup de nos experts sont présents en ligne aujourd'hui. Et en tout temps, de toute façon, vous nous appelez directement ou vous me posez des questions à travers notre site web. On est là pour vous aider. Et puis, au plaisir. Merci, Martin. Ça me fait plaisir. Des questions? Eh bien, bonjour Éric, on est retour. Fini notre podcast. C'était une belle aventure de partager ça avec toi. Merci, oui. Oui. Écoute, on a une question. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Il y a un onglet questions. Vous pouvez rajouter des choses. Mais on a une question de Steve Larocque ici qui nous demande, parce que je me vois sur 2 écrans, ça fait difficile de voir les choses, qui nous pose une question concernant à titre d'exemple, un rançongiciel a été mis en place depuis plusieurs mois et que l'on pratique ou que l'on met en place les contrôles qu'on vient de mentionner dans le podcast. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en protéger? Parce qu'en amont, le ransomware est installé. On décide aujourd'hui d'appliquer les bonnes hygiènes informatiques. Reste que quand même, le ransomware est encore là. Comment qu'on fait pour, une fois qu'on applique les bonnes hygiènes, de s'enquérir qu'il n'y ait pas de rançongiciel? Puis je vais te laisser répondre, Éric, mais entre-temps, je voudrais parler j'ai une première affaire que je veux dire par rapport au type d'attaque. On en a parlé beaucoup hier, c'est de la cyber-résilience, c'est que le risque zéro n'existe pas, malheureusement, et puis qu'un bon processus de continuité des affaires, avant ça on parlait de relève informatique, mais un processus de continuité des affaires dont la relève informatique fait place. C'est bien important d'en avoir un, de le pratiquer, de valider, de bien segmenter aussi les différents systèmes pour s'assurer que lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'on veut revenir ou récupérer, on soit plus facile, ça soit plus facile et plus rapide pour pouvoir le faire. Mais Éric, je vais te laisser répondre à la question. Le ransomware était présent, je viens d'appliquer mes bonnes hygiènes informatiques. Quoi faire? C'est sûr que c'est pas facile. Comme tu dis, le risque zéro n'existe pas. D'où l'importance d'avoir un bon plan de continuité des affaires. Encore une fois, là, on le répète tout le temps. Puis d'ailleurs, on en a parlé dans la journée d'hier. Vous avez vu les présentations hier. Plusieurs ont parlé de la préparation. Si on n'est pas préparé, c'est évident que même si vous vous protégez bien et qu'effectivement le rançongiciel va malgré tout être un succès, mais récupérer vos données pendant plusieurs semaines, c'est inadmissible. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs... C'est sûr qu'il y a... Avec tout ce qu'on a dit, les différents points, on a parlé aujourd'hui de 4-5, mais c'est sûr que plus vous allez être
être, je dirais, rigoureux, puis plus vous allez minimiser le risque. Mais il y a quand même beaucoup d'outils qui nous permettent d'être, je dirais, plus efficaces dans notre protection. On parle d'antivirus, mais aujourd'hui, j'aime pas trop le terme antivirus parce que ça fait référence, en tout cas ma perception à moi, ça fait référence à des anciens systèmes qui faisaient de la protection en fonction d'une signature, je dirais un hashing. Fait que, vous savez, à l'époque, les antivirus, ils regardaient ce qui tournait dans le système, puis en fonction du hashing qu'il avait, lui, dans sa BD, ben, il détectait s'il y avait un antivirus. Aujourd'hui, les systèmes d'attaque sont très forts, en fait. Comme on le voyait, comme on voyait justement hier avec avec la conférence avec les hackers, même l'antivirus ne vaut pratiquement plus rien ou ne vaut plus rien. Maintenant, il y a d'autres outils qui sont utilisés. Puis, exact. Puis dis-moi si je me trompe, mais vers où tu vas aller, c'est qu'il existe quand même une panoplie de logiciels qui maintenant utilisent ou observe les comportements informatiques qu'il y a à l'intérieur chez vous. On peut parler d'agrégateurs comme il y avait, je ne vais sans faire de publicité, mais un Splunk est un agrégateur, QRadar est un autre agrégateur, mais il existe des agrégateurs qui te permettent de voir le comportement et d'étudier le comportement de vos environnements. Il y en existe qui c'est directement au niveau du stockage, d'autres c'est au niveau des serveurs, qui font aussi à partir de ce moment-là, il y a plusieurs logiciels spécialisés qui font ça, l'étude comportementale à l'intérieur des systèmes informatiques, qui vont vous permettre que malgré le fait que le rançongiciel est déjà installé. Si le comportement, il y a une activité qui est en train de se produire, à partir de ce moment-là, il y a des systèmes d'alertage qui peuvent être mis en place. Fait que c'est sûr que, puis Eric, tu dis je me trompe toujours, parce que le spécialiste c'est toi et je suis le simple directeur des ventes. À partir de ce moment-là, puis juste en disant cette blague-là, je viens de perdre exactement le fil dans lequel j'allais. Désolé, si vous entendez mon chien, vous voyez un chat passer, c'est normal, on est encore en période de COVID. Puis si vous voyez une araignée, appelez les ambulanciers, c'est pas normal. Mais il y a un point que je vais revenir, c'est exactement le comportement d'anomalie. En fait, on appelle ça le UBA, là, il y a User Behavior Analysis. Et effectivement, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont capables de détecter des comportements dangereux. Et ce que cet outil-là va faire, c'est lorsqu'il voit qu'il y a un comportement qui est dangereux, il va bloquer l'exécution du comportement. Donc, ça minimise la propagation, ça minimise aussi le risque de laisser aller une attaque. Et ça donne surtout une autre dimension sur la protection au lieu d'avoir un logiciel qui fait une validation de ce qu'il a dans sa BD, ben, il est plutôt sur l'analyse du comportement et c'est beaucoup plus efficace en protection. Naturellement, ce sont souvent des outils qui ont besoin d'entraînement parce que, bon, comme tout outil TI, peut y avoir des failles, mais si vous avez une bonne équipe ou au moins une personne qui est capable de permettre un bon entraînement à cet outil-là, ben, vous allez avoir de très bons résultats, je dirais, par rapport à ces outils. Malheureusement, Eric, c'est tout le temps que nous avions. Je tiens à vous remercier tous d'avoir été ici présents. Si vous avez besoin des questions, des choses, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, sur notre site Internet ou par téléphone. On est là pour vous aider à pouvoir implanter une bonne pratique d'hygiène informatique chez vous. Je vous remercie.